je t'accueille dans le discours, je t'accueille dans ce que je suis. Voilà, c'est très spirituel, évidemment. Donc, c'est namasté ou pas. Voilà, chacun son truc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qu'on attendait depuis quelques temps et je suis heureuse qu'il ait enfin accepté notre invitation. Il s'agit de Stéphane Cuvelier. Bonjour Stéphane. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous? Mais très bien, mais déjà tu me tutoies quand même. Alors je rectifie à accepter l'interview. Non, c'est pas une question d'accepter. Peut-être pas le temps, mais j'ai toujours accepté, évidemment. Bon, ça fait un petit moment qu'on était quand même derrière. Alors, je vais te tutoyer. Je n'ai pas l'habitude de tutoyer les invités, mais je vais te tutoyer puisque c'est une demande de ta part. Ça faisait un petit moment quand même qu'on essayait de t'avoir, hein. C'est vrai? Ah ben, je suis désolé. Oui. Alors, je vais rappeler rapidement un peu ton parcours et puis tu pourras m'arrêter si je me trompe, si je dis des bêtises, bien entendu. Voilà, tu as cette autorisation. Alors, tu es auteur, comédien belge. Pour beaucoup, on t'a surtout découvert pendant la période du Covid, mais en réalité, dans le milieu de la comédie et du spectacle, tu étais déjà connu et reconnu. Donc, on va rappeler rapidement que tout a commencé pour toi quand tu es parti sur Paris et à l'âge de 26 ans, tu as été découvert au Point Virgule, célèbre café-théâtre parisien. Et tu as eu un succès avec, en l'occurrence, 2 one-man shows. Stéphane Cuvelier s'affiche et Stéphane Cuvelier se lâche. Absolument. C'est un peu ce qui a propulsé ta carrière. Et ensuite, à ton actif, alors il y a plusieurs one-man shows, plusieurs pièces de théâtre, des courts-métrages. Tu as apparu dans des films, dont L'élève du Cobu 3. J'ai vu ça. Le Grand Cirque aussi de Boudère, c'est des films qui sont un peu plus récents. Et puis il y aurait peut-être un film en préparation dont tu serais peut-être le co-scénariste. Est-ce que ça c'est une vraie info ou c'est une fausse info? Et le tournage serait prévu en 2025. Est-ce que ça c'est vrai? Alors, c'est pas une question de véracité, c'est vrai ou pas vrai. Oui, c'est vrai dans le sens où j'ai écrit un long métrage dans lequel devait jouer Depardieu, Valérie Bonneton qui avait accepté, Gérard Jugnot. Donc voilà, mais malheureusement d'un point de vue production, ça ne suit pas. Donc je pense que c'est un projet qui tombe à l'eau. En tout cas, moi j'ai quitté le projet. Si ça se joue, si ça se tourne, je serai toujours le scénariste évidemment, mais je ne suis plus intéressé à me battre aux côtés de la production avec laquelle je suis en désaccord total. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça ne se fera jamais. Mais c'est pas grave. J'ai autre chose qui va arriver parce que tu parles de ça. J'ai créé un court métrage qui sera tourné prochainement. Ce sera en principe en janvier-février. Tourné prochainement, que je l'ai écrit et ce sera avec Antoine Duléry et Philippe Duquesne. Voilà. Donc je suis assez content. Bon, très bien. Alors tu as participé effectivement à plusieurs films. Il y a eu aussi, tu le dis, alors des courts-métrages. Tu as participé dans des courts-métrages et là il y en a un prochain qui arrive visiblement. Merci de nous donner cette information. Tu as joué aussi dans des séries, des web-séries, des publicités. Voilà, donc tu as quand même un parcours très très riche. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais avant de passer au sujet plus sérieux, il y a tout de même un point que j'aimerais éclaircir avec toi, parce que je t'ai entendu dans une précédente interview dire que si tu avais choisi ce métier, c'était avant tout pour séduire les femmes, pour te rapprocher des femmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais écoute, est-ce que tu crois qu'on fait ce métier par amour du bois, des planches? Non, on fait pas ce métier par amour de la lumière, quoique. Du public, non? On fait pas ce métier par amour de l'égocentricité seul sur scène. Mais non, c'est pour être vu, pour être entendu. Et effectivement, on a envie d'être vu par un maximum de personnes. Il se fait que moi, j'avais envie d'être vu par un maximum de femmes, car je suis un amoureux des femmes depuis des années. J'aime leur présence. J'aime leur façon de voir les choses, j'aime les moments passés avec elles. Donc c'est pour ça que j'ai plus
de belles choses avec les femmes qui changent avec l'âge. Hein, je vais pas te mentir. Je commence à avoir plus d'amis hommes, mais ça c'est grâce à l'âge aussi. On commence à être sage aussi. Mais c'est vrai, c'était à la base, c'était mon but. Et comme je dis souvent, c'est comme moi. En fait, c'est Gainsbourg qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant mais ce mec a toutes les plus belles femmes du monde et comment est-ce possible alors qu'il est si moche, apparemment il pue, et le mec il a des bonnes femmes comme ça. Et je me suis dit mais en fait j'ai compris que c'est pourquoi, c'est grâce à son talent. Donc je me suis dit il faut du talent pour avoir toutes ces femmes. Et comme moi j'ai pas le talent de musicien ni de chanteur, je me suis dit lequel j'ai, je pense avoir celui de comique. Donc c'est pour ça que je me suis dit allez je vais me lancer là-dedans et on verra si ça marche. Bon, en tout cas, ça a marché parce que ce métier t'a quand même permis de rencontrer la femme de ta vie, voilà, qui a partagé avec toi les planches. Absolument, oui, oui, oui. Alors, c'est pas grâce au métier, parce qu'on s'est rencontrés par Facebook, t'imagines quand même. Donc, on s'est rencontrés par Facebook, mais il se fait qu'elle était comédienne aussi à la base. Elle a vécu aussi à Paris 5 ans. On a vécu en même temps à Paris, sans se connaître, hein, on se connaissait pas encore évidemment à l'époque, mais voilà, elle voulait aussi se lancer dans le métier de comédienne. Et voilà, ça c'est notre point commun. Mais sinon, on s'est rencontrés par Facebook, oui. Bon, je lui rends un hommage à Martha, voilà, parce que c'est avec elle qu'on a organisé cet entretien. Bon, Ah, c'est elle qui gère tout. C'est elle qui gère tout mon planning. C'est elle qui gère toute la production. Ouais. Alors, je l'ai dit au tout début, pour une grande partie d'entre nous, on t'a découvert pendant cette période du Covid. Et moi, je dois t'avouer que durant cette période, il y a 2 personnes qui m'ont fait extrêmement rire, qui m'ont redonné le sourire pendant cette période de cette pandémie. C'est Marcel D, déjà, d'une part, qui est aujourd'hui Ouais. mon collègue, et toi, Stéphane. Alors, je tenais à te remercier pour ça. Voilà. C'est gentil, c'est très gentil. Bah, ça me touche. En plus que tu m'associes à lui, bah, c'est magnifique. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé très clairement avec tout le parcours que je viens de retracer, j'ai fait un condensé de ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre de véritables positions pendant le Covid et finalement de mettre de côté des collaborations que tu aurais pu avoir, des projets, tu vois. Pourquoi cette envie, cet appel? Bah alors, la première chose, évidemment, ça s'est fait naturellement parce qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Donc, moi, au départ, j'ai commencé à faire des petites vidéos, entre guillemets, gentillettes, dans le sens où je m'amusais avec le masque, je m'amusais avec ces petites choses absurdes, mais ça restait gentil. J'ai commencé à virer de bord quand ça a commencé à avoir des restrictions, des obligations. Là, ça me faisait moins rire. Et là, j'ai commencé à être plus revendicatif. Donc, ce qui fait que j'étais passé un petit peu de l'humour potache, entre guillemets, à quelque chose de plus coluchien. Et c'est ce qui fait que j'ai commencé à avoir un nouveau public, que j'ai quitté l'ancien, parce que l'ancien commençait à plus me reconnaître. Et j'ai eu un nouveau public. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des obligations, des restrictions, moi, j'avais pas du tout envie de baisser mon pantalon. Ça, c'est absolument pas de ma nature. Donc, j'ai continué et ça m'a fait perdre plein de contrats parce qu'effectivement, j'ai refusé plus de 70 dates avec une pièce de théâtre que j'avais écrite parce qu'il fallait demander le pass sanitaire pour venir voir ma pièce. J'ai refusé, bien évidemment. Je dis, je refuse que des gens donnent leur passe pour venir me voir. Alors, dans ce cas-là, on m'a dit, ben, Stéphane, alors dans ce cas, tu joues pas. Je dis, c'est pas grave, je joue pas. J'étais éjecté de 2 productions de longs métrages de films. J'étais au bout, hein. C'était pas un casting, hein. J'étais au bout. C'est-à-dire que j'étais pris par le réalisateur, j'étais pris par le scénariste. Donc, je suis pris. Et arrivé à la production, comme c'est une coproduction de la RTBF qui est la chaîne nationale belge, l'équivalent en France de France Télévisions, et quand quand la RTBF a su que j'étais dedans, ils l'ont dit clairement à la production, aux autres producteurs et aux réalisateurs en disant si à Stéphane Cuvelier, on ne produit pas le film. Donc c'était quand même jusque-là. Et je me suis dit, plus j'avançais, plus c'était des médailles que je recevais. Car je me disais, eh bien c'est bien, j'ai pas baissé mon froc, mais au moins je reste intègre avec moi-même. C'est-à-dire que je pourrais me regarder dans la glace et puis surtout mes enfants pourront dire, mon père, il a été jusqu'au bout de ses idées. Et c'est pour ça que j'ai continué à être ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis boycotté en Belgique complètement. J'ai plus droit à aucune télé, ce que je faisais avant, hein, comme tu l'as soulevé. Avant, j'étais invité assez fréquemment à des émissions de télé, à des interviews dans les journaux, dans les radios. Donc, et là, depuis ce moment-là, bah, c'est fini. Il n'y a plus aucune télé ou radio, enfin aucun média belge, aucun veut me prendre. Donc, et je m'en porte pas plus mal. Et je m'en contrefiche parce que j'ai jamais autant joué, j'ai jamais eu autant de retours
que depuis que je refuse de faire la télé. Donc, Et on va parler bien évidemment de ton actualité, mais je trouve que c'est important de revenir sur cette période parce que tu as souligné l'intégrité, c'est important, c'est une des valeurs qui est très importante. En tout cas, moi j'aime les personnes intègres, mais il y a aussi le volet financier à ce moment-là. Tu es un artiste. Tu es sans filet, tu es un peu intermittent du spectacle. Comment ça se passe avec tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, comment ça se passe aussi? Parce que finalement, tu aurais pu te dire bah oui, mais il y a l'argent qui me rattrape, il faut quand même que je travaille, tu vois? Mais ça, alors, si tu veux, ce qui a aidé aussi, j'ai le statut d'artiste, c'est-à-dire ça c'est quelque chose que j'ai depuis des années. Donc tu as un minimum par mois pour pouvoir vivre, parce qu'il faut savoir, peu de gens le savent, mais je pense que beaucoup de gens qui sont un petit peu dans les médias le savent comment ça fonctionne. Quand j'écris une pièce, quand j'écris un one-man show, je ne suis pas payé pendant ce moment-là. Quand je répète, je ne suis pas payé pendant ce moment-là. Bien sûr. Quand je suis en train d'organiser ma tournée, je ne suis pas payé, alors que je n'arrête pas de travailler, je ne suis pas payé. Donc ça compense un petit peu le travail. Donc, ce qui fait que j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit évidemment à cette très belle aide de l'État pour tous les artistes, que j'ai dû rembourser après aux impôts. Bien joué les gars. Donc ça m'a... Si tu veux, c'est pas une aide, hein, ça t'aide dans les moments creux, mais une fois que tu gagnes un peu de sous, ils vont te les reprendre. Donc c'est un prêt, voilà. Si je suis très honnête, c'est un prêt que je reçois. Et j'avais la chance encore d'avoir eu 2-3 petites pubs, mais des pubs faites en Hollande, aux Pays-Bas. Donc là-bas, on savait pas qui j'étais, donc on s'en foutait. Et voilà, j'ai vraiment essayé. Puis ma femme travaillait aussi. Puis elle était éjectée de son travail parce que Martha, donc, elle refusait toutes les contraintes, donc porter le masque, dire aux gens de porter le masque, se laver les mains à Gilles Droguet, qu'elle a refusé, donc elle s'est fait virer. Et grâce à ça, on a eu son chômage, qui était plus élevé que son travail parce qu'elle n'avait jamais été au chômage de sa vie. Donc, ce qui fait, entre guillemets, c'est un mot que les gens de Namasté aiment souvent, l'univers nous l'a bien rendu. C'est-à-dire que on a eu une discussion, Martha et moi, ce que je te dis est véridique, on a eu une discussion en disant, je dis, écoute, si on continue comme ça, malheureusement, on va devoir prendre un appartement plus petit, parce qu'on a un grand appartement. On va peut-être prendre qu'une chambre, au lieu d'en avoir 3. On va mordre sur notre chic, mais c'est pas grave, on continue. Et elle, comme moi, on s'est dit, c'est pas grave, on continue. Donc, on le savait, on se disait, on était en train de perdre tout doucement, mais tant pis. Et en fait, j'ai des gens qui me suivaient, qui me suivent toujours d'ailleurs, et qui sont devenus même des amis de cœur et de la famille de cœur, et qui m'ont engagé. Voilà, ils m'ont dit, Stéphane, pour te remercier, si tu veux, moi j'ai un travail, en tant que comédien, j'ai un travail, si tu veux, je cherche, et avec plaisir. Et voilà, et puis bisous, ce que c'est arrivé, donc mon ancien spectacle, qui a été un raz-de-marée de succès phénoménal. Et voilà, et en fait, je m'en suis super bien sorti, parce que je pense que, sincèrement, j'étais droit dans mes bottes, et, et que j'ai fait confiance. T'as fait le bon choix. J'ai fait mon choix, j'ai eu confiance en nous, donc c'est-à-dire en nous, c'est ma famille, ma femme, mes enfants et moi, et je me suis fait confiance, et puis à un moment donné, tu réfléchis plus, t'es dans le combat, et tu dis, on verra bien ce qui viendra, mais c'est comme ça, on va continuer à se battre, et ce combat, puis petit à petit, quand on fait une pub, tu sais que, voilà, quand on fait une pub, ça rapporte bien, donc ça m'a permis d'être bien pendant 3-4 mois grâce à ça. Et puis j'ai eu 2 pubs, donc j'étais bien pendant 8-9 mois, plus mon statut, plus voilà ma femme qui avait... Et voilà, on a vécu là-dessus, en ayant toujours confiance. Et puis effectivement, on a eu raison d'avoir confiance. Alors je te dis aujourd'hui, maintenant, son chômage, c'est fini, hein, elle n'a plus rien. Mais voilà, c'était bien tombé au bon moment, et le fait d'avoir pris ce risque, on était récompensé au quintuple. C'est paradoxal. Est-ce que tu as compris justement que pendant cette période, très peu d'artistes se soient engagés comme tu as pu le faire, comme ont pu le faire d'ailleurs, peut-être on peut souligner Dr Al-Ouest, Ingrid Courrèges. Est-ce que tu as compris qu'il y ait très peu d'artistes qui s'engagent? Oui, je l'ai compris. Je n'ai pas accepté. C'est-à-dire que là où je l'ai compris, c'est le mot, mais ça c'est même pour tout le monde dans cette période, la peur. Voilà, c'est la peur de plus travailler, la peur qu'on ne vous voit plus, la peur qu'on t'écoute plus,
la peur qu'on t'engage plus, la peur, la peur, la peur, la peur. Et c'était le dénominateur commun de tous. Parce que même aujourd'hui, ceux qui se sont réveillés par rapport à ces couillonnades me le disent. Ben oui, ben j'ai eu peur de perdre mon boulot, c'est pour ça que j'ai mis le masque. Ben oui, j'ai eu peur de plus aller en vacances, c'est pour ça que je me suis fait vacciner. Ben j'ai eu peur. C'est le mot peur qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le mot peur est banni chez moi. Il est vraiment banni. Alors je dis pas qu'on a des craintes, qu'on peut pas avoir des craintes, des doutes. C'est pas la peur. Je ne dis pas qu'on peut avoir des phobies. Voilà, on peut avoir la phobie. Moi, j'ai la phobie de la hauteur. Voilà, c'est une peur inexplicable, mais qui t'empêche pas d'avancer dans la vie. Cette peur-là, je ne la veux pas. C'est celle qui t'empêche d'avancer dans la vie. Et c'est pour ça que eux, et il y en a plusieurs qui me l'ont dit, des artistes même très connus, qui me l'ont avoué, qui m'ont dit je n'ai pas eu les couilles que tu as eues parce que j'ai eu peur vraiment de perdre mon travail, ou des directeurs de salle qui m'ont dit j'avais peur qu'on vienne fermer mon théâtre. Donc c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Eh ben, on le sait que la peur te bloque sur tout. Ah, te paralyse complètement. Et ça, c'est une leçon que je donne à mes enfants. Je vais donner un autre exemple de la peur. On est allé dans un parc d'attractions récemment avec ma famille et ma petite fille. Donc on a commencé par une grande montagne russe, mais vraiment avec la tête à l'envers, vraiment le gros truc. Et elle voulait pas y aller. J'ai dit, fais-moi confiance, ma chérie. Et elle pleure. Je fais non, non, non. Allez, on est là pour s'amuser. C'est des attractions. T'inquiète, tu verras. Allez, tu vas avoir l'adrénaline, tu vas avoir. Ah, et elle pleure, mais elle se laisse quand même guider. Elle se laisse. Elle est allée dedans. Elle a été le faire après toute seule 5-6 fois. Et là, c'est ce mot magique, elle m'a dit merci papa. Voilà, j'ai encore des frissons rien que d'y penser parce que elle a surpassé sa peur. Et c'est une leçon que je lui ai donnée. Je lui dis, tu vois ma chérie, t'as eu peur, mais tu l'as fait. Et tu vois comme quoi la peur, si t'avais eu vraiment peur, tu l'aurais pas fait. Ben oui, si j'étais pas là, tu l'aurais pas fait. Non, parce que t'avais peur, ouais. Ça t'aurait bloqué. Alors que tant qu'il n'y a pas de danger, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, n'aie jamais peur. Vas-y, fonce. Fais ça, vas-y. Tu verras après. Tu regarderas derrière après si ça en valait la peine ou pas. Mais ne surtout pas te bloquer. Voilà. Et c'est... pour en revenir à ta question, excuse-moi, j'ai un peu dévié, mais pour revenir à ta question, c'est ça. C'est que, oui, c'est ça, ils ont eu peur, tout bêtement et simplement. Hein. C'est juste ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens blessé quand on te traite, on te qualifie de complotiste, d'extrême droite? Est-ce que ces qualificatifs te touchent? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ils me fatiguent. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la répétition me fatigue. C'est-à-dire que quand, alors le mot complotiste pour moi c'est déjà un mot qu'on nous a donné, c'est pas un mot que je me suis approprié. C'est qu'à un moment donné, bon bah tu dis voilà, si ça vous amuse de nous appeler complotiste, si tu sais très bien se poser des questions et être complotiste, bon alors je suis complotiste oui, mais dans le vrai terme complotiste, des théories du complot, non, il n'y a pas eu théorie du complot avec le Covid, nous ils nous ont menti, c'est pas la même chose. C'est factuel ça, enfin je veux dire donc ça me fatigue un peu plus. Après l'extrême droite, ça me fait un peu rire. Voilà, je te mens pas que c'est des mots qui me font rire quand c'est trop exagéré. Tu sais, c'est comme si je te disais bah tu sais toi tu es une libellule. Ça va pas te toucher. Tu vas dire mais il est con, il est bête, mais il est fou. Ça, tu vois ça va pas te parler. C'est mignon une libellule, hein, j'ai envie de te dire aussi. Hein. C'est très beau, on est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu n'es pas une libellule. Hein, on commence pas LGBT de façon insecte. Mais voilà, ça te parlera pas. Mais moi non plus, ça me parle pas. C'est-à-dire que j'ai plein d'anecdotes. Hein, tu sais, j'ai été traité d'extrême droite, de fasciste, et que ceux qui m'ont traité comme ça ne savaient même pas que j'avais donné donc avec ma vente de t-shirts et tout ça, des goodies de mon spectacle, je faisais des dons à des gens qui étaient dans le besoin, qui en avaient besoin, et j'ai notamment donné à une dame qui avait des problèmes avec son fils, et je lui ai donné des sous pour qu'elle puisse payer le médecin avec son fils. Et cette femme était une femme voilée musulmane. Voilà. Alors quand tu me dis je suis un fasciste, je fais c'est quand même bizarre, hein, pour un fasciste qui aide les musulmans, c'est quelque chose qui va pas. Donc ça voulait rien dire. Et c'est pour ça que ça m'amuse. Je l'ai lu plusieurs fois et ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Donc des gens qui me traitaient de fasciste, c'est des gens de nationalité étrangère, souvent arabes, qui venaient mettre pardon, vous osez traiter Stéphane Cuvelier de fasciste, mais vous savez absolument pas de qui vous parlez.
Et ça, c'était chouette de la part d'étrangers de dire que j'étais pas fasciste. C'est là où j'avais gagné. J'ai dit, mais j'ai même pas besoin de le dire. Ce sont d'autres étrangers qui disent, mais vous êtes fous, vous mélangez tout. Et en fait, c'était ça. Et pourquoi j'ai eu cette étiquette de fascisme? Tout simplement parce que j'avais fait un sketch sur l'Ukraine. C'est juste pour ça. Juste pour ça, j'avais fait un sketch où je me moquais de l'Ukraine par rapport à tous les avantages qu'ils recevaient. Et suite à cette vidéo, juste une, suite à ça, j'ai été traité d'extrême droite. Ah, je ne savais pas qu'en se moquant un petit peu de l'excès de ce qui se passe en Ukraine, c'est être fasciste. Bah alors dans ce cas-là, on est souvent fasciste, quoi. Et puis maintenant, bah tu sais, c'est l'étiquette quand on ne sait plus quoi te dire, quand on ne sait plus quoi te répondre. Ah, t'es fasciste. Tu dis à peine, je suis pas d'accord. Ah ouais, t'es d'extrême droite. Non, non, j'ai juste dit que j'étais pas d'accord. Mais voilà. Donc, non, ça me touche, mais vraiment pas, vraiment pas. Ça me fatigue. Voilà. De toute manière, j'ai envie de te dire qu'on est tous un peu victimes de désinformation du côté voilà, des médias de masse et on a tous cette étiquette d'extrême droite. Néanmoins, cette période, en tout cas, t'a permis d'avoir un nouveau public, puisque toi-même tu l'as évoqué. Donc aujourd'hui, tu as un public peut-être qui ne te connaissait pas avant. Et alors j'aimerais qu'on revienne sur cette folle aventure de Bisousk. Bisousk, voilà, Bisousk. Tu as joué plus d'une 50aine de dates, je crois, et beaucoup ont été joués à guichet fermé, d'ailleurs. Bravo, bravo, bravo. Tu as été en France, en Belgique, une date à Montréal. Comment il est né, ce spectacle, finalement? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière Bisousk? Ah ben, c'est super drôle parce que, et je le dis dans mon spectacle, je commence d'ailleurs mon spectacle en disant ça. Il y a 10 ans, je m'étais juré de plus jamais faire de one-man show. Donc, dans le monde d'avant, comme on dit, je m'étais vraiment dit, c'est fini, je ferai plus de one-man show. Et j'avais commencé à faire des pièces de théâtre qui ont très très bien marché ici en Belgique, donc qui ont même cartonné, on peut le dire. Et ça me plaisait très bien. Et ça me plaisait de jouer avec d'autres et d'écrire des spectacles qui marchent. Donc, voilà, j'étais content. Le one-man show, et je le disais, mais sans amertume, hein. Je disais, non, c'est fini le one-man show, voilà, ça m'intéresse plus, je suis passé à autre chose, j'ai plus envie d'y revenir, donc j'y reviendrai jamais. et justement, c'est ça qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos, et là, de plus en plus, quand j'ai eu de plus en plus de monde, j'ai eu de plus en plus en commentaire, en disant, ah, dès que vous faites un one-man show, je viens vous voir. Dès que vous faites un one-man show, je viens vous voir. Ah, dès que vous ferez un one-man... Mais j'ai jamais dit que j'étais humoriste, j'ai pas dit que je voulais revenir au one-man show. Donc ce sont les gens, en fait, ceux qui me suivaient, qui m'ont donné la pulsion de revenir au one-man show. C'est ça qui est magnifique. C'est que c'est même, je me suis dit, ils attendent ça, je vais revenir alors. Faisons-nous plaisir et faisons leur plaisir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Bisouscus, et puis je suis revenu et je commence le spectacle en disant, il y a 10 ans, je m'étais juré que plus jamais je ferais ce métier. Et je dis, il faut jamais dire jamais. Voilà. Et ça démarre comme ça. Et puis c'était une aventure dingue, quoi. Une aventure dingue. Alors, une aventure dingue qui finalement t'a remis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, du one-man show, parce que tu rempiles. Alors, on a l'habitude d'avoir des artistes, des humoristes qui jouent généralement le même spectacle. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais pendant 3, 4, 5 ans des fois. Mais toi, en à peine une année, et tu passes déjà à un autre one-man show. C'est vrai, c'est vrai. Ça surprend beaucoup. Mais je vais te donner la raison. Je vais me livrer. Je vais te donner la raison pour laquelle j'ai arrêté Bisouscus. J'aurais pu encore tourner. J'aurais pu encore, parce que c'est vrai que j'avais encore beaucoup de dates. J'ai fait plus de... Et je pense qu'on est plusieurs à pas l'avoir vu aussi, à pas avoir l'opportunité d'aller le voir, hein. Mais, oui, mais c'est... en fait, si tu veux... Alors, ce qui s'est passé à Bisouscus aussi, pour qu'on comprenne, c'est que je passais 1h50 sur scène, et après j'avais plus d'1h30 encore de bisouscus avec les gens. C'est-à-dire qu'à la sortie, les gens m'attendaient, me prenaient dans les bras, on se faisait des bisouscus, ils me remerciaient, et voilà, le lapsus, on se remerciait parce que c'est grâce à eux aussi que j'étais là, et donc on se remerciait, on se faisait des bisouscus, et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai reçu énormément d'amour, énormément de remerciements, et énormément de témoignages touchants, voire tristes certains, ce qui fait que j'étais gonflé, quoi, à bloc de tout ça. Et ce qui a fait que j'ai voulu arrêter,
Donc, comme je te dis, hein, c'est des milliers de gens. Hein. J'ai près de 30 000 personnes qui sont venues voir. C'est des milliers de gens qui m'ont donné, mais tous, hein, m'attendaient quasi à la sortie, quasi tous. Hein. Et un jour, c'était à Sainte, si mon souvenir est bon, c'était fin d'année. Et après mon spectacle, je reçois encore cet amour des gens qui me remercient, qui me disent merci Monsieur Cuvelier, vous m'avez sauvé la vie. Et je n'ai plus ressenti d'émotion. C'est fini, je ne ressentais plus aucune émotion. Et là, je suis rentré, mais vraiment, hein, ça s'est passé comme ça. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'arrête. Voilà, là je suis en train de ne plus ressentir d'émotion. Je commence à devenir robotisé. C'est-à-dire que je viens jouer, je reçois, mais je ne sens même plus que je reçois. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai vraiment, c'est passé vraiment comme ça. J'ai dit à Martha, j'arrête. J'ai plus envie de continuer parce que sinon je vais me mentir. Et ça, je refuse. Non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Et là, d'avoir dormi dessus, j'ai fait une déprime après Hibiscus. J'ai fait une petite déprime parce que j'ai tellement reçu et j'ai vécu tellement de choses que quand je suis redescendu, ça m'a déprimé. Puis je me suis reposé, je me suis requinqué. Et là, purée, je me suis dit, putain, je veux les revoir. Je veux de nouveau être avec eux. Et ça m'a reboosté à faire, mais autre chose. Je n'avais pas envie de refaire le même spectacle, ça aurait été ridicule. Voilà. Merci de nous confier ça. Et je trouve que c'est très important, Stéphane. Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que déjà tu t'écoutes. Est-ce qu'avant tu étais comme ça, tu étais dans l'écoute de toi, de tes émotions, de ce que tu ressentais, ou bien c'est cette période-là de ce qu'on a vécu avec la pandémie qui finalement t'a permis de prendre du recul, de revenir à l'essentiel. Est-ce que tu étais comme ça déjà avant ou pas? Des bribes. C'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qu'aujourd'hui se sont amplifiées parce que j'ai plus confiance en moi sur pas mal de choses. Donc oui, c'est le Covid qui m'a assez transformé. Et je pense pas transformé, je pense qu'il m'a ancré dans ce que j'étais avant, mais que je n'osais pas spécialement avant. Je donne un exemple. Avant, je me taisais un petit peu. Je me disais, bon, je pense ça, pourquoi je le dirais, ça va intéresser personne. Maintenant, je dis ce que je pense. Et si ça intéresse personne, tant pis, ou tant mieux. Et si ça intéresse des gens, tant mieux, ou tant pis. Enfin, je me pose plus de questions. Avant, je vais dire, avant la pandémie, j'étais plus, comment dire, dans le contrôle, voilà. J'étais plus dans le contrôle. J'essayais d'être bienveillant. J'essayais d'être gentil. J'essayais d'être compréhensif. Aujourd'hui, je n'essaye plus rien, mais je le suis. Voilà. Je suis bienveillant. Je pense en tout cas être quelqu'un de bienveillant. Je pense être quelqu'un de gentil. Comme je le dis, voilà, j'ai mes sautes d'humeur, mais ça comme beaucoup de gens, mais profondément, je le suis. Mais je l'accepte plus facilement maintenant. J'accepte plus l'erreur. C'est-à-dire qu'avant, j'étais comme beaucoup de gens dans l'erreur, dans la peur. Il y a certaines peurs, je dis oui, mais je vais pas dire ce que je pense, sinon il va plus m'engager. J'étais là-dedans. Et notamment quand je faisais des télés, je souriais comme font beaucoup d'artistes. Excellent, voilà. Et c'était faux. C'était faux. Et aujourd'hui, mais j'ai plus besoin de le faire. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je te parle avec sincérité. Et je vais pas essayer de jouer, ça sert à rien. Et je vais pas te mentir, je vais pas pas essayer de me rendre beau. C'est ce que tout artiste fait, hein. En télé, je le vois, hein. En plus, et puis je connais beaucoup d'artistes, connus, inconnus, j'en connais énormément. Et ils ont tous ce fonctionnement. Donc, moi, j'ai cette chance maintenant d'être moi, voilà, et d'accepter ce que je suis, tel que je suis, avec mes failles. Alors qu'avant, mes failles me gênaient. Je me disais, oh, pourquoi tu dis ça, Stéphane? Oh, pourquoi t'es comme ça? Oh, c'est bête. Voilà, je me flagellais, quoi. Tu vois, je me disais. Alors que maintenant, je dis, non, j'ai droit à l'erreur aussi. J'ai droit. On a le droit de se tromper. On a le droit de dire des conneries. Et si on m'engage pas, ce qui était le cas, donc je t'ai expliqué pour la télé, on m'engage pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression aussi que c'est un cheminement aussi spirituel là que tu es en train de parcourir, et c'est peut-être alors tu vas nous le dire, et c'est peut-être ce qui a amené ce nouveau One Man Show là qui est en préparation là, qui est dans les starting blocks. Namasté ou pas. Alors. Ouais. Alors. Absolument. C'est alors si tu veux, je prends un petit peu la référence jésuite, mais donc tu sais, il y a cette phrase qui dit Jésus qui dit voilà, si tu me tapes sur la joue gauche, je te tends la joue droite.
Moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, si tu me tapes sur la joue gauche, je te fous un coup de boule. Voilà, ça a toujours été mon fonctionnement. Mais jamais je vais donner la première baffe. Jamais. Namasté, c'est ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de namastésien, très plus spirituel qu'avant, ça c'est vrai. Je suis spirituel, donc j'essaye la bienveillance, mais il faut pas m'emmerder. Donc le namasté ou pas, il est là. C'est-à-dire que je peux être zen, mais tu t'approches trop de moi et tu veux me bouffer, je t'en colline. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis devenu plus spirituel. Et mais ça va un peu dans la ligne de ce que j'étais avec les couillonnades covidiennes, c'est-à-dire j'ouvrais quand même ma gueule. Ça m'empêchait pas de faire des bonnes œuvres, ça m'empêchait pas d'aider des gens, ça m'empêchait pas. C'est les deux pour moi peuvent cohabiter. Et le côté que namasté m'ennuie et le côté que rentre dedans m'ennuie. Donc c'est un juste milieu des deux. Bon, on comprend en tout cas qu'on n'aura pas que une attitude zen, en tout cas en allant te voir en spectacle. Là. Oh que non, oh que non. Non, non, il y a certaines choses que je soulève parce que c'est même d'un point de vue namasté, je le soulève parce qu'il y a des failles partout. Et la première personne dont je me moque, ben, ce sera toujours moi. Donc Alors là, tu es en répétition ouais. tous les matins, je crois, jusqu'aux premières dates. Les 3 premières dates déjà affichent complet, là. Les C'est complet. quatre premières. Les 4, d'accord. Ouais. Oui, oui, là je suis Bravo. en répétition avec mon metteur en zen, comme je l'appelle, donc par rapport à la zénitude de Namasté. Donc mon metteur en zen et ami David Schippers, qui est un humoriste belge, qui lui aussi a ouvert sa gueule pendant ses couillonnades covidiennes. Et sauf que lui, ça va très loin parce que lui, il a carrément été attaqué en procès par la RTBF, par des journalistes de la RTBF, par les frères Taloche, hein, ces gentils frères Taloche, j'ai encore rêvé d'elle, ben non, c'est pas des si gentils que ça. Donc il a été attaqué parce que il a ouvert sa gueule. Et il est en procès là, donc il est vraiment avec des avocats et tout, hein, ça va très loin. Hein. Donc il est boycotté aussi. Et on s'est retrouvés, on n'était pas amis avant, mais on s'est trouvés grâce à ça. Et on fait un travail d'équipe extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui est magnifique, car il a une patte fabuleuse et notre travail, notre échange est extraordinaire. Donc c'est pour ça que c'est une magnifique rencontre et c'est un magnifique spectacle parce qu'il a encore une belle énergie et on travaille beaucoup. Ouais, on travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup aussi. Ouais. Alors, il y a quelques dates en France, mais pas encore, parce que je pense que vous ajoutez au fur et à mesure. Ce que j'ai compris, c'est que ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc, j'espère que, en tout cas, que j'aurai la chance de venir te voir dans la région parisienne. J'espère, je croise les doigts pour que tu, pour que tu passes par là. Il y a une date qui est prévue aussi au Québec, je crois, en 2025. Là, la première date est prévue pour quand, Stéphane? Alors, donc on commence ici le 16 et 17 octobre à Charleroi, puis donc on est encore en novembre et décembre, et puis après la France, oui, mais ça met du temps, hein, on est une petite, on travaille qu'à deux, hein. Martha et moi, on est qu'à deux, avec évidemment on engage des gens extérieurs, mais je veux dire dans la production, on est des artisans. On fait vraiment tout, donc ça prend plus de temps parce qu'on connaît pas les rouages non plus de tout, appeler tout le monde. Puis ça prend du temps. Et puis on s'est pris un petit peu tard parce que souvent la programmation est déjà faite dans pas mal de théâtres, donc il faut repousser, il faut essayer de trouver des dates. Hein. Mais sinon il y a plein de lieux qui arrivent. Il y a La Rochelle, donc tout ça on attend confirmation, mais c'est quasi sûr. La Rochelle, Le Mans, Montpellier, Cabriès, Marseille, Montréal, Paris. Enfin voilà, donc on a encore plein de dates, mais tant qu'on n'a pas évidemment signé, on ne peut pas se permettre de dire ça y est, on est parti. Mais sinon, oui, c'est une belle tournée qui s'annonce là, une énorme tournée, ouais. Mais en même temps, c'est toi qui bouscule l'agenda. Tu as terminé le dernier spectacle de Bisouske en mars, je crois, de cette année. Et puis tout de suite, là, tu enchaînes encore. Donc c'est vrai ce que tu dis. Hein, Ah, pour moi, c'est déjà tellement loin. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était déjà tellement loin que j'ai l'impression que c'était déjà il y a un an. Ben non. Ah oui, c'était seulement au mois de mars. Ben ouais, je suis fou, oui. Ben oui, voilà. Donc c'est pas évident aussi pour Martha de suivre. Hein. Non, ah, il faut me suivre. Et puis j'aime la nouveauté aussi. Hein. C'est pour ça que souvent, ben, moi j'ai fait mes pièces de théâtre et donc j'en ai une même qui a été rachetée. Les droits ont été rachetés, qui se joue à Paris. C'est laquelle? La Star d'un soir, qui est une pièce qui est jouée par Alil Vardar, qui est
un nom à Paris. Et donc voilà, donc c'est la cartonne là-bas et je suis ravi. Mais moi, quand j'ai joué, quand j'ai tourné, quand j'étais jusqu'au bout de ou ma pièce au one man show, c'est fini. Je dois refaire un renouveau. Je suis comme ça. C'est comme ça. J'ai besoin de renouveau tout le temps. Donc, ce qui annonce qu'il y aura d'autres spectacles, d'autres nouveautés. Voilà, Ouais, je bah pense laisse-moi que là, d'abord c'est profiter de parti. celui-ci. Hein. Laisse-moi d'abord profiter. Oh, oh, oh. Moi, cet été, je t'ai vu apparaître dans un clip aux côtés d'un ami à toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est Antoine de l'Alliance humaine Ah, qui est au d'accord. Canada. Oui. Et vous avez repris, en fait, le petit poney de Dieudonné. Et il en Oui. a fait un clip. Donc, c'est le petit poney version cow-boy. Et tu es dans le clip, tu apparais aux côtés de Martha, de tes enfants et d'autres amis. Oui, bah alors, bon, pour C'était une l'anecdote, blague. non, c'était pas prévu. Moi, c'est parce que j'y étais en vacances chez lui. Donc, on a passé une semaine de vacances chez lui. Et quand on est arrivé, le jour où on est arrivé, donc avec Martin et mes enfants, mais qui tournaient le clip étaient là. Et donc, disent voilà, on va tourner un clip aujourd'hui. Ah, ok, ben, j'ai dit, bah non, mais si tu veux être dedans. Oui, enfin, de toute façon, j'étais dans la piscine, donc c'était pas compliqué pour moi. J'étais de toute façon dans la piscine, il faisait 40 degrés. Donc, j'étais là, j'ai dit, bah oui, amusons-nous. Mais sinon, c'était un délire à Antoine, ça. Hein, c'est du délire à lui, ça. Mais sinon, oui, 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 c'était rigolo, quoi. Mais après, on a eu la chanson toute la journée, quoi. Parce que c'était Petit Poney, et toute la journée, ça commençait, je devenais fou. Mais oui, non, mais ça, c'est un bon moment, quoi, évidemment. Mais je savais pas que cette vidéo allait marcher à ce point, oui. En tout cas, moi, je l'ai vu passer. Ah oui, oui, oui. Ouais, elle a bien tourné, ouais, ouais. Merci vraiment Stéphane d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein, voilà, de jouer à guichet fermé, qu'il ait encore plus de succès que le précédent. Voilà, mais je me fais pas de soucis. Voilà. Les On sait gens te jamais, on sait suivent, jamais. les gens, voilà, finalement, voilà, c'est le public qui porte les artistes et ben ils t'ont retrouvé. Voilà, ton public t'a retrouvé. J'espère. J'espère. En tout cas, moi, oui, moi, je suis prêt à les retrouver, ça, c'est sûr. Mais après, voilà, ben, oui, je le souhaite aussi parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, le public. Puis c'est un public particulier. On n'est pas dans la mainstream. Bien On n'est sûr. pas, je le vois tout de suite, tu sais, les gens qui viennent me voir, c'est pour vivre quelque chose avec moi. C'est Mm. pas spécialement pour voir ce que je fais, c'est pour être avec moi. Et ça, c'est Mm. toute la différence entre aller voir d'autres artistes. Et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est pas. Mais on va plutôt voir. Ah ben il nous a fait rire, on va le voir. Là non, je sens vraiment j'attendais de vous voir, d'être avec vous. Et ça c'est ce qui ressort le plus. Donc c'est pour ça que c'est une autre dimension en fait que uniquement public artiste. Non non, c'est une famille quoi. On partage voilà, on partage. C'est vrai. Et ben en plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 1 heure et demie de spectacle, mais aussi il y a 1 heure et demie où tu vas à la rencontre de ton public. Et Ah ouais, ça, c'est top. généralement, ça se fait pas. Enfin voilà, Non. Ouais. tu connais le showbiz, tu connais une fois qu'on a joué son spectacle, les gens sortent et puis c'est terminé. Alors que toi, tu prends le temps d'aller faire des bisous, d'aller Ah oui, mais voilà. Ah oui, mais beaucoup. Vraiment, oh là là, ça doit vous ennuyer, monsieur Cuvelier. Non, non, je ne fais pas du tout. Oh là là, vous devez être fatigué, monsieur Cuvelier. Non, non, je dis, mais arrêtez. Mm, Je leur dis, arrêtez, vous ne vous rendez pas compte. L'adrénaline mm, que je prends, l'amour que je prends et le mm. plaisir que j'ai. Ah non, non, je suis. Sincèrement, c'est. Après, oui, là, je suis KO. Après 3 heures, je suis foutu. Mais pas pendant, non, c'est tellement un plaisir. Puis quand on te dit je t'aime tout le temps, comme je t'ai dit, voilà, quand j'ai senti la fatigue, là j'ai arrêté. Mais Mm. sinon, c'est pas fatigant, hein, c'est du plaisir, ça. Je crois que tu mesures pas, Stéphane, que tu as redonné de l'espoir à beaucoup de gens pendant cette période. Et que beaucoup se sont raccrochés, tu vois, à tes petits sketchs, à tes blagues, voilà, que beaucoup attendaient ce moment-là pour être bien dans la journée. Et c'est pour ça que tu reçois autant d'amour, je pense. Oui, oui, Ouais. oui, ben on me le dit, donc je vais pas faire l'innocent. C'est que juste,
comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est Ça a pas été une réfléchi. période très compliquée, hein, très très Mais compliquée. Hein. pour moi aussi, tu sais, je disais, parfois je me livrais sur scène et je disais, vous savez, il m'arrivait de faire des vidéos en disant, allez les gars, on y va, ouais, on lâche rien, ouais, 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 ouais. Et qu'après, je me mettais dans mon fauteuil tellement j'avais donné, j'avais plus aucune énergie. Parce que je sentais mon rôle. Et qu'après, moi-même, j'en pouvais plus. J'ai eu des crises d'angoisse. Et j'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai eu des crises d'angoisse énormément. Et des fortes. J'ai eu des plaques. Après, c'était pas Bidouskes, mais la première fois que j'ai repris la scène avec ma pièce Tard d'un soir, la toute première fois, donc c'était en décembre 2020. Donc il n'y avait pas évidemment encore le pass et tout ça, évidemment, c'est pour ça que j'avais joué. Et le masque, il fallait le mettre, mais personne de mon public le mettait, parce qu'évidemment je refusais. Donc j'avais 4 représentations dans Sainte-Pierre, et bien tous les soirs, après la représentation, j'avais des plaques rouges partout. Donc je crois qu'il y a eu quelque chose psychologique je comprenais plus ce qui m'arrivait aussi. Et c'était fort parce que, je veux dire, si j'allais puiser au fond de moi, c'est parce que moi-même j'étais fâché, j'étais en colère, j'avais la haine face à tous ces politiciens. Donc automatiquement, les gens l'ont ressenti que j'étais avec eux, je mentais pas, et que je me battais pour mes enfants. Ça, ils l'ont vu aussi. Hein. J'étais refusé d'aller voir ma fille à la gym, refusé d'aller voir mon fils au foot. Enfin, tout ça, ils l'ont ressenti. Donc c'est ça qui a fait notre force. Et donc, c'était pas évident tous les jours, mais c'est pour ça que je dis souvent, vous m'avez donné beaucoup, mais croyez-moi que vous m'avez donné tout autant, parce que si personne m'avait regardé, j'étais foutu comme beaucoup de gens. J'étais dans mon fauteuil et j'attendais que ça passe. Et c'est cette chance-là. Après, c'est une chance ou pas, ça, on peut en discuter, hein. Mais c'est cette chance-là qui fait que j'étais suivi. Et comme j'étais suivi, je les ai suivis aussi. Et en fait, on se suivait et on se donnait chacun du courage et de l'énergie. C'est ça qui a fait que ça perdure aujourd'hui et que ça a marché. Je pense que c'est juste ça. Mais contrairement à ce qui a été dit plein de fois, je suis pas le gourou et mes moutons me suivent pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui me le disent et ça, j'aime bien. Ça m'arrive. J'aime bien parce que j'ai un public pour ça extraordinaire. Des gens qui me suivent extraordinaires qui me disent « Ah, je suis pas d'accord avec tout, hein, Stéphane, mais bon, merci pour ce que tu as fait. » Mais voilà, on n'a pas à être d'accord sur tout ce que je dis. Bien sûr. Il y a des choses que je dis sûrement qui sont bêtes comme la lune, mais ça arrive, voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai eu des discussions, ce week-end encore, j'ai eu une discussion avec des amis. J'étais en désaccord sur quelque chose, on a discuté, ça se passe très bien. Et pourtant, c'est mes meilleurs amis. On n'a pas à être d'accord sur tout. Je crois que c'est ça la confusion, c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut que tout le monde pense la même chose. Non, je dis quelque chose parce que je le pense. C'est tout. Après, quitte à vous à faire des vidéos et dire ce que vous pensez. Vous êtes libre aussi. Hein. Moi, je n'interdirai jamais de vous laisser dire ce que vous pensez. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça la liberté, c'est d'avoir son propre libre arbitre et de tolérer le discours de l'autre, des uns et des autres. Donc, c'est très important. Absolument. Très important. Merci Stéphane. On peut rappeler quand même, tu peux rappeler où les gens peuvent réserver les places de spectacle. Hein. Bien sûr, si tu peux le passer, voilà, s'il y a un bandeau qui peut passer, mais c'est stéphanecuvelier.com, donc STEFAN cuvelier.com, et donc il y a un onglet billetterie, il y a toutes les dates, et on clique sur la date, et là on peut réserver, donc c'est tout simple et tout bête. Et toutes les dates sont mises. Voilà. Pour Namasté ou pas. Namasté ou pas, voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Comme on dit, Namasté, c'est ça? Ah, oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, Namasté, donc voilà, Moi, on ne me verra pas, mais voilà. Voilà, c'est plutôt dire bonjour, mais de façon très spirituelle. Et je t'accueille dans le discours, je t'accueille dans ce que je suis. Voilà, c'est très spirituel, évidemment. Donc c'est Namasté ou pas. Donc Namasté, ça peut être ça en fait, c'est Namasté ou pas. Voilà, chacun son truc. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Je te dis à très vite. Super, à très vite. Salut.